Le sujet de la soirée. Eh bien, 2 sujets, figure-toi, ce soir. Première heure, nous allons aborder le dossier des lieux qui guérissent. Et là, nous allons aller sur la tombe d'un homme qui va peut-être devenir un saint homme. Son dossier est en cours d'étude à Rome, en cours de béatification, peut-être. En tout cas, c'est à l'étude. Il s'agit du père Giacomo, qui est un moine italien qui est mort à Lourdes. En venant à Lourdes, il est décédé à Lourdes. Il a dit que c'était là où la Vierge voulait qu'il soit. Donc, ça s'est passé il y a quelques années. On en parle beaucoup, durant la Seconde Guerre mondiale. Ce nom est connu. Et énormément de monde vont se recueillir sur sa tombe pour demander des grâces, et semble-t-il, énormément de grâces ont été obtenues, donc par l'intercession, selon eux, si on a la foi, du père Giacomo, notamment 2 cas qu'on abordera avec nos témoins ce soir, concernant un petit garçon dont le père, un petit garçon qui vit toujours dans le centre de la France, dont le père est venu prier sur la tombe du père Giacomo, et au moment où il a prié, le petit garçon qui était au centre de la France s'est trouvé guéri. Donc là, il y a un cas quand même. Là, il y a question. Donc ça sera la première heure. Et deuxième heure, bien les témoignages de ceux et celles qui nous écoutent, qui peuvent tout de suite appeler d'ailleurs au 0826 300 300. Et nous allons parler avec une témoin, pour être plus précis, de la Dame Blanche. Ah, la fameuse Dame Blanche. Bon. Exact. Alors ça on va écouter la fameuse Dame Blanche, parce qu'on a tous entendu parler. Il y a du gros dossier. Il y a plein de légendes sur la Dame Blanche, donc on va tout savoir sur la Dame Blanche. Louis Bénédicte l'a rencontrée. Je sais pas. Mais non, moi je l'ai pas rencontré. J'aurais aimé. Bon, Pierre non plus. Pierre, tu l'as pas rencontré non plus, non? Non, ça m'est pas arrivé. C'est pas une adjective. Bon, d'accord. Alors, elle viendra manger peut-être la prochaine fois à Sud Radio. On aura l'occasion d'en reparler. Pour les lieux qui guérissent, on me dit l'infirmerie aussi. Oui, c'est vrai. C'est un lieu qui guérit. Oui, mais là, il y a pas besoin d'avoir la foi non plus. D'accord. C'est pas un phénomène paranormal. Bon, pas vraiment, non. Allez, coup d'envoi, les aventuriers de l'étrange. Bonne soirée à tous. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédicte, les aventuriers de l'étrange. Et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, nous allons découvrir un lieu de pèlerinage que tout le monde ne connaît pas encore. Il s'agit de la tombe du père Giacomo, Padre Giacomo, qui se trouve au cimetière de l'Angèle à Lourdes. C'est rue de l'Angèle d'ailleurs. Cette tombe est constamment recouverte de fleurs et d'ex-voto. Le père Giacomo est devenu célèbre pour les grâces qu'il aurait accordées à ceux et celles qui sont venus se recueillir sur sa tombe. Alors plusieurs témoins vont se succéder dans les aventuriers de l'étrange ce soir sur Sud Radio pour nous permettre de comprendre ce qu'il se passe dans ce cimetière à Lourdes. Si vous-même, vous vous êtes rendu sur cette tombe, donc la tombe du père Giacomo au cimetière de l'Angèle à Lourdes, votre témoignage est le bienvenu, évidemment. Venez nous rejoindre, vous appelez le 0826 300 300 pour venir un petit peu nous dire ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vu et peut-être si vous avez demandé une grâce, si elle vous a été accordée. Donc 0826 300 300, je compte sur vos témoignages si vous vous êtes rendu sur la tombe du père Giacomo. Ça c'est pour la première heure. Pour la deuxième heure,
avec Renaud Évrard qui viendra nous rejoindre, qui est membre du GEMI, c'est-à-dire du groupe d'étudiants de l'Institut Métapsychique International, et Pierre Massias. Nous écouterons vos témoignages si vous pensez avoir vécu des phénomènes paranormaux. Vous pouvez d'ailleurs dès maintenant nous appeler en composant le numéro du standard des aventuriers de l'étrange. Vous le connaissez, c'est le 0826 300 300. Morad est au standard pour recueillir vos appels. Donc si vous voulez intervenir pour la première heure concernant la tombe du père Giacomo, vous nous appelez tout de suite, et également vous nous appelez maintenant pour intervenir si vous avez vécu quelque chose de paranormal à partir de 23h. Vous pouvez, vous le savez, intervenir par le biais des SMS. Sur votre portable, vous tapez le mot Sud, vous laissez un espace, vous rédigez votre commentaire, votre question, vous nous envoyez votre numéro de téléphone si vous voulez que l'on vous rappelle, et vous envoyez le tout au 71 200, ça arrivera directement sur l'écran qui est juste à mes côtés, comme ça je pourrai les lire et dire à l'antenne vos commentaires ou vos questions. À partir de 23h, donc vous le savez, Renaud Évrard viendra nous rejoindre, Pierre Massias et moi-même, pour essayer d'apporter des début de réponse, des explications à ce que vous aurez vécu, si vous avez la gentillesse de nous apporter vos témoignages. Pierre nous rappellera également, puisque nous avons eu de nombreuses demandes d'auditeurs et d'auditrices pour avoir les coordonnées d'un voyant, d'une voyante dont nous pouvons nous porter garant dans la mesure du possible, ou d'un guérisseur ou d'une guérisseuse. Eh bien, Pierre nous rappellera les procédures durant la deuxième heure. Et puis nous parlerons également avec Martine de Toulouse qui nous apportera son témoignage concernant la Dame Blanche qu'elle aurait aperçue en rentrant un soir. Ça s'est passé il y a plusieurs années du côté de l'Ariège. Mais notre premier dossier concerne la tombe du père Giacomo au cimetière de l'Angèle à Lourdes. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Pierre Massias, rebonsoir. Rebonsoir. Oui. Alors, avec toi, on va un petit peu, je dirais, dresser le portrait, ou du moins la biographie, rapidement, du père Giacomo. Alors, je crois qu'il existe qu'un seul livre, et encore écrit en français, un seul livre qu'on en a du mal à trouver, puisque la seule boutique qui le vendait jusqu'à maintenant, c'était la boutique Noël à Lourdes. Je crois qu'elle n'en a plus, il n'existe plus que la version en italien, donc il n'y a plus de livre en français qui retrace la vie du père Giacomo. Il me semble qu'une ou deux personnes sont en train de travailler à essayer de pouvoir éditer la version française. Alors, d'abord pour commencer, le père Giacomo est italien, c'est ça? Oui, il est italien. Il était italien. Il était, oui, tout à fait. On doit une biographie du père Giacomo au révérend père Fernando de Riez Pio X. Oui. Dans laquelle on va trouver, j'ai pioché les éléments de biographie du père Giacomo. Donc né à Baggina en août 1900. Oui. Il est né Benjamin Filon. Oui. Et il arrive dans une famille de 5 frères et sœurs, et sera suivi ensuite par 2 sœurs jumelles. Ah, quand même, famille nombreuse. Donc famille nombreuse, 8 enfants. Famille italienne, nombreuse, en 1900 en plus, oui. Oui. C'était quand même assez court à l'époque. Oui, tout à fait. De là, il est né en août 1900, il est baptisé. Il est connu comme un enfant plutôt introverti, qui est toujours prêt à aider ses petits copains. Ouais. Il naît dans cette famille très religieuse, manifestement, qui accueille chez elle souvent des capucins, qui d'ailleurs la messe du village se produit dans sa maison, pratiquement à l'endroit où il vit. Oui. C'est-à-dire son père qui était régisseur d'une métairie. La messe se faisait dans la métairie, et donc pratiquement chez la famille Filon. La famille Filon. Donc il est au contact des capucins très tôt. Donc un enfant à part déjà quand même, dans son caractère. On pourrait dire introverti maintenant, très attiré par les capucins, par le rapport aux capucins, toujours prêt à discuter avec eux. Et même à cet âge-là, on le sent d'après les lectures, porté vers la prêtrise pratiquement, parce qu'il se met à imiter, à faire des messes
fictive, en y associant quelques copains, en y associant ses frères et sœurs. Certains jouent aux cow-boys et aux indiens. Lui, c'est vraiment la spiritualité dès le plus jeune âge. Quoi. Voilà, il faisait manifestement des enterrements, même en bonne et due forme, des animaux de la métairie. Pas mal. Tout à fait. Mais très sérieusement, en fait, c'était pas, enfin, ça semblait pas vraiment être un jeu. C'était pas vraiment joué. C'était pas vraiment joué. Il prenait son rôle manifestement au sérieux. Donc, très tôt. Tourner vers les capucins, tourner vers la religion. Et donc c'est tout naturellement en fait qu'il veut rentrer au séminaire des capucins. Évidemment. Chose qu'il fera en 1917, donc vers 17 ans. En 1918, c'est la guerre qui arrive, il se retrouve soldat. Et là encore, on retrouve des témoignages, on donne des témoignages de frères d'armes, je vais dire, qui le voient toujours prêt à aider, toujours prêt à se porter volontaire, à aider les autres. Il portait pas manifestement pas les armes, mais il avait un rôle manifestement de bibliothécaire. Donc toujours dans ses rapports avec les autres, avec des compagnons d'armes qu'on retrouvera plus tard. Il témoigne qu'il était toujours prêt à aider les autres, toujours tourné vers les autres, toujours prêt à s'isoler pour prier. Donc manifestement, donc ce côté spirituel l'a vraiment pas quitté. Il a vraiment pas quitté. Ça l'a pris vraiment très jeune. J'imagine au premier temps des premières messes dans la métairie. Et à partir de là, ça ne le quitte plus. Il est manifestement pas très doué pour les études. Même dans les premiers temps chez les Capucins, où son maître capucin le juge pas très disposé aux études de Capucin. C'est pas un intello, quoi. C'est pas un intello, non. Il a plutôt le contact humain, manifestement. Il a l'intelligence du cœur, mais les livres, tout ça, bon, les trucs un petit peu intello, c'est pas trop son... Disons, j'imagine que l'arithmétique, par exemple, c'était pas vraiment son truc. C'était plutôt le rapport aux autres, les choses probablement toutes faites, prêtes à être apprises, les choses toutes formulées, c'était pas ça, quoi. Il voulait vraiment le contact, il cherchait le contact avec les autres. De là, il continue chez les Capucins et il est sacré prêtre en 1929. Et là commencent les cours de théologie où il se révèle plus disposé, plus motivé, je dirais. Et là, il se révèle un bon étudiant en théologie. Même qui étonnait tout le monde, même les Capucins qu'il avait connus avant. Malheureusement, il est malade. Enfin, à ce moment-là, pendant ses études, commence à se déclarer une maladie grave qui le handicape beaucoup et qui va même presque jusqu'à remettre en cause, en question, le fait de devenir prêtre. Mais il arrive quand même à s'en arranger. Et donc il est sacré prêtre en 1929. De là, il fait sa première messe. Il est sacré prêtre en juillet, il fait sa première messe en août. Et d'entrée, tout de suite, dès qu'il est prêtre, en fait, ce que les gens vont rechercher chez lui, ça va être le fait c'est la confession. En fait, c'est le contact humain. C'est toujours la même chose. Le contact humain. C'est aller vers l'autre, cette rencontre avec l'autre, quoi. Voilà. Ce qui fait sa caractéristique, c'est la confession. Les gens recherchent le fait de se faire confesser par lui. Où tout le monde dit que le décrit comme quelqu'un qui ne fait pas simplement que d'appliquer des lois, d'appliquer des règles, de faire un signe de croix à la fin d'une confession, etc. Mais il donne vraiment, il montre aux gens qu'il prend sur lui, il compatit à leur malheur quand il s'agit de malheur, il se réjouit avec eux quand il s'agit de bonheur. C'est vraiment quelqu'un qui a une empathie de personne envers l'autre. Et il est très très apprécié pour ça, très recherché pour ça, jusqu'au prêtre
jusqu'aux prêtres. Il y a beaucoup de prêtres qui viennent se faire confesser par lui. C'est pas mal ça. Jusqu'au jour, il est dit quelque part que un jour il a même à confesser 50 prêtres qui se présentent le même jour. Mais il le fait parce que manifestement, qu'il soit malade, qu'il soit bien disposé ou pas, il se montre toujours disponible pour les gens qui viennent le voir. Quoi qu'il arrive, il est toujours là. Et c'est sans doute ce qui fera sa renommée, ce qui fait sa renommée à cette époque-là. J'ai déjà parlé de sa maladie. En fait, en 1932, on diagnostique véritablement, définitivement sa maladie de Parkinson, ce qui le handicape beaucoup. Donc il doit prendre des médications. Il se retrouve à pouvoir officier pendant certaines périodes et d'avoir des périodes de repos. Et de fil en aiguille, il en arrive à envisager de venir à Lourdes, parmi les malades, les gens qui viennent à Lourdes. Oui, vraiment. Comme n'importe qui d'autre. Et le jour de son arrivée à Lourdes, il y meurt. Il est trop fatigué, il a eu un voyage trop long, il est arrivé sur un brancard. À ce moment-là, on ne l'autorise pas à aller à la grotte, donc il est placé à l'asile, ce qu'on appelait l'asile à l'époque, où il finit par mourir en fin de journée. C'était en 1948, je crois. Et ça, c'était en 48, en juillet 48. Ouais. Et donc, il a été enterré au cimetière de l'Angèle. Et il a été enterré au cimetière des étrangers. Ah, d'accord. À Lourdes. Au début, ok. Et c'est plusieurs années après qu'il a été déplacé. Fabienne pourra nous le précisera peut-être tout à l'heure. À l'occasion d'ailleurs de ce déplacement, il s'est passé quelque chose de bizarre. Je laisse Fabienne nous en parler. Très bien. Et il est donc arrivé dans la tombe où on peut le trouver aujourd'hui. D'accord. Rue de l'Angèle, à Lourdes, au cimetière de l'Angèle. Et d'ailleurs, on écoutera le témoignage de Mademoiselle Rousseau, qui est une dame adorable, tout à fait charmante, qui s'occupe tous les jours de sa tombe, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, elle y va, plus ou moins longtemps, mais pour arranger les fleurs, pour s'occuper de sa tombe, et ça depuis 11 ans déjà. Et, une dévotion fabuleuse. Ah oui, vraiment, une dame tout à fait adorable et très gentille. Je la remercie d'ailleurs parce que elle nous a beaucoup aidé pour trouver les personnes pour cette émission, les différents témoins. C'est entre autres grâce à elle qu'on a pu monter cette émission. Une première pause, merci Pierre. On se retrouvera tout à l'heure, évidemment, tout à l'heure pour commenter les témoignages de ceux et celles qui vont nous appeler, qui ont vécu quelque chose de l'ordre du paranormal. Mais cette première heure, vous le savez, est consacrée à la tombe du père Giacomo et au miracle qui se serait produit pour les gens qui seraient allés se recueillir sur cette tombe. Si c'est votre cas, si vous êtes allés vous recueillir sur cette tombe, appelez-nous pour nous donner votre sentiment, ce que vous avez ressenti, 0826 300 300. Juste après cette première pause, premier témoignage de Mademoiselle Rousseau qui va venir nous rejoindre. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédit sur Sud Radio. Si vous vous êtes rendu sur la tombe du père Giacomo à Lourdes, au cimetière de l'Angèle, vous le savez, votre témoignage est le bienvenu. Vous pouvez nous rejoindre en appelant notre standard. Morad est au standard pour recueillir vos appels au 0826 300 300. Nous continuons à étudier ce dossier. Pierre Macias nous a relater la biographie du père Giacomo. Et maintenant, nous allons découvrir le témoignage de Mademoiselle Rousseau qui s'occupe de la tombe du père Giacomo depuis 11 ans. Mademoiselle Rousseau, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je suis ravi de vous recevoir dans le cadre de cette émission consacrée au père Giacomo. Vous-même, vous habitez à Lourdes, bien entendu, et vous habitez juste à côté du cimetière de l'Angèle, hein? Oui, exactement. Oui, et pas très loin de la tombe du père Giacomo. Oui. Vous vous en occupez chaque jour, je crois. C'est vous qui avez décidé de vous en occuper? Oui. On me l'a pas demandé, mais enfin, étant tout près, Vous y allez tous les jours? J'y vais tous les jours, oui.
Ouais. Combien de temps passez-vous à peu près à vous occuper de cette tombe? Une demi-heure. Il y a beaucoup de monde. C'est bon. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui passe. Ah oui, beaucoup. C'est-à-dire, les gens sont comment? Parce que vous les voyez quand vous êtes dans le cimetière, dans les allées du cimetière, vous les voyez venir. Très recueillis, oui, sur cette tombe. Il y a beaucoup de recueillement. Ouais. La tombe, décrivez-la nous. Il y a le portrait, je crois, du père Giacomo. Il y a une plaque déposée par les Belges où il y a un médaillon sur du père. Lequel on a toujours caressé, si on peut dire, ce médaillon. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Beaucoup d'ex-voto? Oui, beaucoup de plaques, beaucoup de fleurs, bien entendu, mais beaucoup de plaques. Ouais. Et des nouvelles plaques, d'ailleurs, cette année. Mais, à votre avis, quand vous y êtes, quand il fait un petit peu beau, que vous pouvez y rester un petit peu plus de temps que d'habitude, beaucoup de gens viennent, vous les avez comptés, vous avez la curiosité, vous savez, une fois de vous dire, tiens, là, je vais peut-être compter, voir combien il y en a qui passent pour voir. C'est-à-dire que au moment des pèlerinages, c'est-à-dire du mois de mars au mois d'octobre, là, il y a beaucoup plus de passages, quand même. Ouais. Et c'est vrai qu'ils viennent par nombreux, ensemble, de tout pays. Vraiment de tout pays? Ah oui. Oui. D'Angleterre, d'Afrique, oui. Ah oui, quand même, de si loin. Oui. Enfin, d'origine africaine. Oui, bien sûr. Oui. Et vous, qu'est-ce qui vous, comment dirais-je, j'allais pas dire qu'est-ce qui vous plaît dans l'histoire ou dans ce que fait le père Giacomo, qu'est-ce qui vous a ému? Ou fait que vous avez eu envie de à votre manière de participer un petit peu à cette ferveur? Oui, parce que j'habite tout près. Oui, au début, je venais une fois par semaine quand j'habitais un peu plus loin. Ouais. Et maintenant que je suis si près, je viens tous les jours. Ouais. Prier pour moi aussi également. Et est-ce indiscret si je vous demande, est-ce qu'il vous a accordé des grâces? Parce que beaucoup de gens viennent pour parce que le père Giacomo a la réputation d'accorder des grâces. Ah oui, beaucoup. Beaucoup de personnes me disent qu'ils sont exaucés. Oui. Vous avez, je crois, en préparant cette interview au téléphone, préparé quelques cas comme ça de gens qui vous ont fait part de guérison, de grâces qui ont été accordées, c'est ça? Oui. Alors, il y a une dame italienne qui avait un cancer et qui a été guérie. Oui. 2 nouveau-nés aussi qui ont été également guéris, dont on n'avait plus d'espoir. Oui. Et un enfant dont les pieds avaient été brûlés par un produit chimique a été guéri subitement par la présence de son père sur la tombe du père Giacomo. Le père est venu sur la tombe et le petit qui n'était pas avec lui a été guéri. J'ai vu les cicatrices d'ailleurs. C'est vrai? Oui. Je l'ai revu, ce petit. Et le père, vous aviez discuté avec lui? C'est lui qui vous avait dit? En partant, il m'avait dit que son fils avait été brûlé. Puis je n'ai pas demandé puisqu'il partait. Oui. Et après, quand il est rentré chez lui, dans le Massif central, il a écrit une lettre à madame que son fils avait été guéri, quoi. Extraordinaire, quand même. Ah oui. Ah oui. Et je l'ai revu d'ailleurs après. Ouais. Et le padre Giacomo, à votre avis, vous savez, certains, parce que là, il est en, comment dirais-je, il est en cours de béatification peut-être, paraît-il, oui. Par Rome qui étudie le dossier de ce moine. Paraît-il, oui. Certains saints ont, vous savez, des particularités. Certains soignent plutôt les brûlures, d'autres c'est plutôt des maladies particulières ou aident plutôt les enfants ou les anciens. Oui, je ne sais pas. Ça doit être. J'entends des personnes qui sont exaucées pour beaucoup de choses, mais ça doit être pas particulièrement, je pense. Mais les enfants, je pense, il y a de plus en plus de petits des anges, des fleurs blanches. Je pense que c'est. Ouais. Donc il y a beaucoup d'enfants qui ont été aidés. Je pense. Ouais. Et à votre avis, c'est quoi qui fait que
les enfants, par exemple, prenons le cas de cet enfant qui avait les pieds brûlés par un produit chimique. Oui, il était tombé dans une bassine, oui. Aïe. Donc, son père va sur la tombe du père Giacomo. Oui. Et le fils qui était dans le Massif central, c'est ça, m'avez-vous dit. N'était pas avec lui. Voilà. Et il se trouve guéri. Oui. Donc de manière extraordinaire. Ah quand oui, même. oui. Je veux dire, oui. Il n'y a pas d'explication, je veux dire. Non. Et d'après vous, ce serait quoi l'explication? Ce serait le père Giacomo qui a exaucé son papa. Oui. Je pense. Oui. Le cimetière de l'Angèle, parce que je ne le connais pas du tout, je suis allé à Lourdes 2-3 fois, mais malheureusement, je ne suis jamais allé dans le cimetière de l'Angèle. Il est près de l'église du Sacré-Cœur. Oui. Église paroissiale. C'est un tout petit cimetière, il est grand? Non, il est assez grand. Oui. Et la tombe du père Giacomo est-elle facile à trouver? Oui, elle est près de l'entrée. Et il y a un panneau indiquant le père Giacomo. Père Giacomo, oui. Ah, très bien. Oui, il y a un panneau, on ne peut pas se tromper. Et comment, parce que, est-ce que je peux me permettre une question indiscrète, mademoiselle Rousseau, quel âge avez-vous? 83 ans. Bon. Merci d'avoir répondu, vous n'étiez pas obligé. Mais dites-moi, cela fait combien de temps que vous vous occupez comme ça régulièrement de la tombe du père Giacomo? 11 ans. Ah, quand même. Oui. Et avant, une autre personne s'en occupait? Eh oui, certainement qu'il y avait quand même quelqu'un qui venait sur la tombe, parce que comme je dis, avant moi, il y avait quelqu'un. Mais c'était une demoiselle aussi qui est inhumée près du père, d'ailleurs, derrière sa tombe. Ouais. Qui s'en occupait beaucoup plus que moi encore, paraît-il. Oui. Mais vous n'avez pas été, vous n'êtes pas payé ni mandaté par quelqu'un pour faire ça. Oh non, personne. Non. Vous le faites par plaisir, parce que ça vous fait plaisir de le faire. Oui, ça fait partie de ce que je dois faire aujourd'hui. De votre vie, quoi, en quelque sorte. Exactement. Oui. Enfin, ce temps, je vais y aller. Bien sûr, je pourrais pas faire grand-chose aujourd'hui. Parce qu'il pleut tellement que... Oui, tout à fait. Mais enfin, j'y vais quand même. Oui. Et comment ça va se passer? Parce que malheureusement, enfin, nous ne sommes pas immortels, évidemment. Mais quelqu'un va prendre votre suite après? Enfin, c'est obligatoirement. Je crois qu'il y aura quelqu'un qui soit. Ouais, bien sûr. Mais je veux dire, c'est pas organisé. C'est comme ça que ça se fait de manière naturelle. Non, moi, au début, j'ai pris j'ai vu quelques fleurs, et puis après, je me suis dit, pourquoi? Puis c'est tout. En ce moment, j'y vais à 12h30, alors il y a quand même pas beaucoup de monde. Donc, on ignore, plus ou moins, que c'est mort. Oui. Vous faites ça vraiment dans l'ombre, enfin. Ah oui, exactement. Hein, c'est vrai? Exactement. Ouais. Et même quand il y a quelqu'un, j'ai l'impression de gêner, quoi, parce que les personnes prient, et moi je suis là que je bouge autour de cette tombe. Ouais. Enfin, ouais. Et vous ferez ça tout le temps, enfin, jusqu'au bout, jusqu'au temps que, oui. Tant que je pourrais, quoi, bien sûr. Ouais. En tout cas, vous avez l'air d'être en pleine forme, hein, si je puis me permettre. Oui, pour l'instant, oui. Oui. Très bien. Oui. Mais écoutez, mademoiselle Rousseau, vraiment merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Et puis, comme ça, ceux et celles qui vont se rendre sur la tombe du père Giacomo au cimetière de l'Angèle, donc à Lourdes, si ils voient une dame en train de s'occuper de la tombe, qu'ils sachent que c'est vous. Ah oui, mais ils savent pas qui je suis. Oui, mais ils vous diront un petit bonjour comme ça. Ah oui, je connais des personnes qui viennent à heure régulière, bien sûr. Oui. Oui, il y en a quand même qui viennent en général. Je connais 3-4 personnes, quoi. Ouais. Que ceux et celles qui nous écoutent, s'ils viennent au cimetière de l'Angèle, qu'ils vous saluent en même temps si vous êtes par là. Merci beaucoup, mademoiselle Rousseau. Voilà. Au revoir. Au revoir. Notre standard est à votre disposition si vous vous êtes rendu sur la tombe du père Giacomo au 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler dès à présent pour nous apporter votre témoignage, votre ressenti. 0826 300 300. Morad est au standard pour recueillir vos appels. Vous pouvez également me contacter directement par le biais du SMS. Sur votre portable, vous tapez Sud, vous laissez un espace, c'est très important. Vous rédigez votre question, votre
commentaire ou vous nous envoyez votre numéro de téléphone si vous voulez intervenir et nous vous rappelons. Donc, et vous envoyez le tout au 71 200. Dans quelques instants, un autre témoignage, celui de Fabienne qui nous appellera donc de Lourdes, qui tient un magasin de fleuristes, magasin Butterfly, et qui connaît très très bien le cas du père Giacomo, la tombe du père Giacomo au cimetière de l'Angèle à Lourdes, et qui recueille également à sa manière énormément de témoignages. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Deuxième témoin dans ce dossier concernant le père Giacomo qui est enterré au cimetière de l'Angèle à Lourdes. Fabienne, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre et surtout merci de nous avoir donné ce coup de main également comme mademoiselle Rousseau pour pouvoir faire cette émission. Vous tenez un magasin de fleuristes. Voilà. Vous êtes fleuriste à Lourdes. L'église paroissiale, près de l'église du Sacré-Cœur. Voilà. Et tout près du cimetière et pas très loin de chez mademoiselle Rousseau, à qui je rends vraiment un hommage particulier. C'est une personne qui est très discrète et qui fait énormément de travail. Quand elle dit qu'elle reste une demi-heure, oui. souvent beaucoup plus. Voilà. Oui, j'imagine. C'est vraiment une personne tout à fait adorable. Alors, dernière chose, vous n'avez pas cité le nom de votre magasin, c'est Butterfly. Non, mais je le fais. Vous inquiétez pas, c'est moi qui m'en charge, ça me fait plaisir. Alors, dites-moi Fabienne, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la tombe du père Giacomo? Je veux dire, je suis fleuriste moi depuis 30 ans. J'étais partie de Lourdes, puis je suis revenue. Mes parents étaient à Lourdes depuis de nombreuses années. Et quand je suis revenue, j'avais entendu parler de la tombe du père Giacomo, mais pas plus que ça. J'étais pas forcément dans une croyance, vraiment dévote, je dirais. Ouais. Et j'ai des collègues qui ont pris la retraite, qui avaient un magasin de fleurs aussi, tout près du cimetière, beaucoup plus près que moi. Et lorsqu'ils ont pris la retraite, forcément, les gens sont venus chez moi, puisque c'était le magasin qui était le plus proche du cimetière. Et là, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont raconté qui m'ont fait part de témoignages extraordinaires. J'ai rencontré également, du coup, moi je suis allée aussi sur la tombe du père Giacomo, et je me suis intéressée au père Giacomo. J'ai les sœurs de Sion qui m'ont passé un livre, le livre que vous avez eu là, et donc j'ai lu cette vie qui m'a un peu époustouflée, parce que sous les apparences de quelqu'un, c'était quelqu'un apparemment introverti et très discret, on rencontre une personne vraiment formidable, la personne du père Giacomo. C'était quelqu'un qui était très bon, qui ne disait jamais de mal de personne et qui essayait toujours d'arranger les gens, les problèmes, enfin vraiment une personne très aimante, voilà. Oui. Et de la part d'un prêtre, rencontrer quelqu'un comme ça, c'était vraiment formidable. Dites-moi Fabienne, vous l'avez dit, votre boutique est juste à côté du cimetière de l'Angèle. Oui, au pied de l'église du Sacré-Cœur. Oui. Et donc très près du cimetière de l'Angèle également. Voilà, là où repose donc la dépouille du père Giacomo. C'est très facile pour aller à sa tombe. On rentre au cimetière et comme a dit mademoiselle Rousseau, c'est indiqué. Il y a 2 arbres à gauche et 2 arbres à droite. Et on passe entre ces 2 arbres et c'est après la 4e allée sur la gauche. Voilà. C'est très facile à trouver. La tombe est inondée de fleurs. Il y a énormément d'ex-voto. Il y a eu beaucoup d'ex-voto cette année également, de gens qui ont été guéris. Et bien sûr par son intercession, parce que le père Giacomo tenait, quand on le remerciait, parce que déjà de son vivant, il faisait des miracles. Il y avait des miracles par son intercession. Et il disait, ce n'est pas moi, c'est la Vierge qui a intercédé. Voilà. Oui. Et d'ailleurs, il a dit, je vais à Lourdes car la Vierge me veut là-bas. Voilà. Il a été dans de nombreuses années, pendant sa jeunesse, il a été dans de nombreux endroits où la Vierge était apparue. Et il avait une ferveur toute particulière pour la Vierge de Lourdes, pour cette apparition et pour le message qu'elle véhicule. Voilà. Et alors, dites-moi, décrivez-nous un petit peu le lieu, cette tombe, qui est finalement assez simple, hein? Cette tombe est tout à fait simple. C'était une tombe assez plate. Il y a, comment dirais-je, une stèle, disons, avec une croix. Et il y a son portrait en médaillon. Il y a son portrait en médaillon au pied de cette stèle. Et beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de gens toucher ce médaillon. Et également mettre la main
sur une espèce de couronne qu'il y a au bout de cette stèle, vous voyez. Et là, il y a beaucoup de gens aussi qui ont eu des apparitions, qui ont vu des choses. Bon, ils ont senti énormément de choses. Je pense à une amie qui n'était pas spécialement croyante, ou qui n'est pas croyante si, mais qui n'allait pas spécialement à l'église, et qui un jour, on s'est retrouvé sur cette tombe avec Mademoiselle Rousseau, tout à fait par hasard, et elle a vu lui apparaître Sainte Thérèse, et en médaillon, si on peut dire, à côté, le père Giacomo. Et elle nous disait, mais vous ne voyez pas. Mais nous, on ne voyait rien, on ne voyait absolument rien. Et bon, cette image s'est maintenue pendant 3 minutes, elle avait les larmes aux yeux. J'ai vu vraiment que c'était vrai, quoi. Et j'ai assisté une autre fois, une autre personne que je vous avais indiquée, je ne sais pas si vous avez réussi à la joindre. Non, nous n'avons pas réussi à la joindre, malheureusement. Voilà. Oui. Qui, elle, bon, ça c'est tout à fait récent, c'est après la Toussaint. Et là, bon, elle aussi... Alors, racontez-nous ce qu'elle a vécu, parce que c'est quand même assez exceptionnel, ce qu'a vécu cette dame. Cette dame qui s'appelle Marie-Françoise, donc. Voilà, il y a 3 ans, au mois de Noël, bon, cette personne, je vais raccourcir parce que c'est une très longue histoire, est venue au magasin. Bon, elle m'avait indiqué un SDF qui était sous un Porsche, que j'ai renvoyé à une sœur aussi à Lourdes, qui est formidable, sœur Claudia, qui s'occupe des SDF. Et puis on a sympathisé. Je lui ai indiqué la tombe du père Giacomo. Quand je sens que des gens ont des problèmes, souvent je leur indique cette tombe. Et bon, j'avais pas eu de nouvelles depuis 3 ans, et là je la vois revenir après la Toussaint. Et je l'ai amenée à Bétaram. Bon, et elle me dit... vous savez, il s'est passé une chose merveilleuse. Quand je suis venue à Lourdes, ma sœur avait un cancer de la lymphe. Elle devait rentrer. On nous avait annoncé son retour et on nous avait dit quand elle rentrera, ça sera la fin. Et cette dame repart sur Périgueux. Et quand elle est revenue chez elle, ses neveux lui ont dit tu sais, maman est rentrée. Alors elle était consternée, elle se demandait ce qui s'était passé. Elle sentait que ça allait mal. Et ses neveux lui disaient mais non, maman est debout. Et en fait... cette personne, qui était très malade, c'était sa sœur, donc, a senti une grande chaleur au moment même où cette dame qui est venue à Lourdes était sur la tombe du père Giacomo. Et à partir de là, sa santé s'est améliorée, ça fait 3 ans de ça, et son cancer est en voie de rémission. Il n'y a pratiquement plus aucune trace. Les docteurs ont dit que c'était spectaculaire, bon, elle va qu'à ses occupations, etc., quoi, voilà. Ah oui, ça c'est un cas tout à fait intéressant, mais cette dame avait bien dit que elle avait senti une grande chaleur, c'est ça? Une grande chaleur, oui. Et sa sœur n'était pas du tout croyante. Il paraît que depuis, elle prie, mais bon, ce n'est pas tellement, je pense, au fait que sa sœur soit venue prier pour elle, etc. Ça, c'est encore une autre grâce, hein. Voilà. Oui. Et est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui, selon vous, viennent se rendre sur cette tombe? Oui, je pense. Il y a certains jours, il y a environ 300 à 400 personnes, souvent l'été. C'est incroyable, hein. Incroyable. Il y a énormément de gens, des gens de toutes conditions, toutes races. On m'a parlé d'un prêtre mexicain qui venait spécialement du Mexique quand il a une faveur très particulière à demander au père Giacomo. J'ai rencontré moi-même le père René Marie, mais je pense que vous n'avez pas réussi à la voir non plus. Hein. Oui, il a eu un problème. Il a eu un décès dans sa famille, voilà. C'est ça. Là, lui, je l'ai vu prier avec une ferveur et une douceur très particulière. Hein. C'est énorme. Mademoiselle Rousseau m'avait raconté elle-même aussi beaucoup de cas de gens. C'est vraiment incroyable. Il y a des gens qui ont des grâces de tous ordres. Ça peut être des problèmes de santé. Il y en a qui viennent prier pour la paix dans la famille. J'ai vu des gens prier pour la paix aussi dans les pays arabes. Une dame de Jérusalem. C'est incroyable. Des gens qui ont eu des cancers, des scléroses en plaques guéries. Ça, on me l'a dit. J'ai eu une dame aussi récemment qui avait sa belle-fille et qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle avait prié et sa belle-fille a eu un bébé. Une autre personne, c'était quelqu'un de Lourdes, je crois, qui trouvait pas la maison qui lui correspondait. Il va sur la tombe du père Giacomo et dans l'après-midi qui a suivi, il a trouvé la maison qui lui convenait parfaitement, quoi.
c'est des grâces de tous ordres. Hein. Oui. Je vous interromps juste quelques secondes, ma chère Fabienne, parce que je viens de recevoir un SMS qui s'est affiché sur mon écran, oui. Qui a été envoyé par Patricia, qui habite à côté de Pau, nous dit-elle. D'ailleurs, j'invite Patricia à nous appeler au 0826 300 300 pour nous faire part de son témoignage qu'elle a rédigé par SMS, qui dit ceci. Il y a 5 ans, j'avais une spasmophilie que les docteurs n'ont pas réussi à guérir. J'ai entendu parler de cette tombe, j'y suis allé, prié, et 15 jours après, j'étais guéri, je n'avais plus rien. Mon docteur n'en revenait pas, et je suis revenu pour remercier le père Giacomo, et maintenant j'y vais 1 fois par an, et ça me fait du bien. Voilà encore un très joli témoignage. Donc si Patricia, vous nous écoutez, comme c'est le cas, je suppose, eh bien appelez-nous pour nous faire part de ce que vous avez vécu, parce que ça semble effectivement tout à fait intéressant. Fabienne, vous nous l'avez dit, des témoignages comme celui-là, vous en recueillez très souvent tout au long de l'année. J'en recueille pratiquement 2 par semaine facilement. Ouais. Mademoiselle Rousseau, je pense qu'elle a oublié de vous dire aussi, il y a eu des matérialisations de photos de gens qui avaient été guéris. Notamment, je crois, la dame canadienne qui a été guérie de son cancer. Oui. Elle fait développer les photos 1 an après. Et qu'est-ce qu'elle voit? La photo l'image du père Giacomo qui s'était matérialisée sur la pellicule. Ça, c'est arrivé, je crois, 3 ou 4 fois. Mm-hmm. C'est-à-dire quelqu'un qui a photographié la tombe du père Giacomo? Voilà. Et cette tombe est énormément fleurie. Il y a des oui. fleurs achetées de toutes parts et pas que de chez moi. Oui, j'imagine. Oui. Il y a vraiment, à la Toussaint aussi, ça a été énorme. Il y a eu beaucoup de fleurs blanches. Et avec Mademoiselle Rousseau, on a pensé, je pense avec juste raison, que c'était des guérisons d'enfants. Hein. Mm-hmm. Je pense aussi à une jeune femme très dynamique que j'avais vue, qui venait de Sète, à qui j'avais indiqué la tombe du père Giacomo, et je ne savais pas qu'elle avait des problèmes particuliers, et elle est revenue, elle revient pratiquement tous les mois. Elle a dit que sa vie était un chaos lorsqu'elle est venue sur cette tombe. Elle a prié, comme on parle à un ami, à un père, et tout est rentré dans l'ordre. Elle est revenue, elle a dit à mon conjoint que tout était rentré dans l'ordre, tant du point de vue professionnel que personnel. Il y avait quelqu'un qui devait vous appeler, mais je n'avais pas ses coordonnées, qui s'appelle Bruno, de Cotteret, qui m'a dit aussi qui m'a fait un témoignage il y a environ 15 jours de ce style, voilà. Oui. Et quand on parle aussi du père Giacomo, tout à l'heure, monsieur Macias parlait de l'enfance du père Giacomo, oui. et disait qu'il célébrait la messe, quoi, qu'il essayait. Et vous avez une similitude avec Gilles Beauhour aussi, qui n'est pas tellement connu, et qui est enterré à Seillan, près de Montrégeau, et qui a confirmé le dogme de l'Assomption. Et il faisait des messes, on disait des messes blanches à l'époque, voilà. Mm-hmm. Il y a une grande similitude un peu dans la jeunesse de ces 2 personnes, voilà. Oui. Qu'est-ce que vous appelez des messes blanches? Mais c'est-à-dire comme il n'avait pas la prêtrise, ah, quoi. Oui, d'accord. C'était un jeune garçon, hein. Mm-hmm, il a vu la Vierge lui apparaître à 3 ans, et ce, jusqu'à l'âge de 10 ans. Oui. Il est mort, je crois, à 15 ans, je crois, ou jusqu'à 14 ans, il a vu la Vierge lui apparaître. Mm-hmm. Et on disait qu'il célébrait des messes blanches, et c'était assez impressionnant. Hein. Oui, mais d'après vous, est-ce que, parce que les saints, j'ai posé la même question à Mademoiselle Rousseau, les saints, les personnages célèbres dans le cadre de la foi catholique ou chrétienne, ont, si j'ose dire, non pas des spécialités, mais des spécificités. Certains guérissent plutôt telle chose ou telle autre. Et quelle serait celle du père attribuée au père Giacomo, à votre avis? C'est-à-dire, il guérirait plutôt les enfants, plutôt, vous voyez, des choses comme ça, ou alors non, il n'y a pas vraiment de particularité précise le concernant? Moi, je pense que, comme vous le dites, certains saints, c'est vraiment cela. Je pense que Sainte Thérèse, il y a eu beaucoup d'intercessions au niveau des enfants. Oui. Le père Giacomo, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas de guérison d'enfants, mais je pense que beaucoup de gens me disent qu'ils parlent au père Giacomo comme à un parent, et qu'ils se confient vraiment à lui. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui vont faire des prières particulières. Hein. Ils vont vraiment se confier, ils vont se livrer. Et c'est vrai que quand on lit le petit livre que vous avez eu entre vos mains, il y a beaucoup de gens qui disent que quand ils sont arrivés sur cette tombe, ils ont senti quelque chose de très particulier. Moi, je dirais vraiment, on est entouré par l'affection de l'être cher, de quelqu'un de proche. Moi, ça, je l'ai ressenti aussi. Hein. Ce qu'on a oublié de dire, j'essaie de faire vite pour votre émission.
Ah non, on a le temps, allez-y, on a le temps, Fabienne. Oui, on a le temps, allez-y. Ce que je sais, j'ai une amie qui travaillait à l'hôpital, qui a pris la retraite et qui habitait derrière le cimetière, et qui m'a dit que lorsqu'on a sorti le père Giacomo du fond du cimetière, puisqu'il était au fond du cimetière à gauche. Oui, tout à fait, au début, hein. Voilà, oui, 3 ou 4 ans après, on l'a sorti de là et on l'a exposé une journée entière. Et il était intact. Alors, paraît-il, vraiment, elle, c'est pas paraît-il, il était vraiment intact. Son corps était intact. Voilà. Allô? Oui, je vous entends. Oui. Voilà, il était vraiment intact. Oui. Il y a notre père près de Lourdes, à Bétaram aussi, le père Etchekopar aussi, qui paraît-il est intact. Alors le père Giacomo, là, est en voie de béatification, je pense. Oui, c'est exact. Jean-Paul II voulait le béatifier. Oui. Il a une nièce qui est cloîtrée qui est religieuse cloîtrée dans un couvent à Bologne, qui est venue récemment. Et une amie aussi s'était trouvée là. Je sais que là aussi, il s'était passé quelque chose quand elle est venue. Mademoiselle Rousseau devait le savoir. Il y avait 2 personnes qui portaient les prénoms de gens très proches du père Giacomo. Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent. De choses étonnantes qui se passent autour de cette tombe, hein. Ah oui, tout à fait. Oui. Fabienne, je pense qu'on sent une grande bonté. Et alors, je ne sais pas aussi les saints. Il y a peut-être un moment où ils sont, alors j'aime pas le mot efficace, mais plus parlant, plus proche des gens. Oui. Je trouve que le père Giacomo, depuis quelques années, vraiment, toutes ces grâces s'accentuent énormément. Et il y a de plus en plus de gens qui viennent sur sa tombe, c'est vrai. Oui. Fabienne, une pause et on se retrouve dans quelques instants pour continuer à parler avec vous du père Giacomo, de sa tombe qui se trouve donc au cimetière de l'Angèle à Lourdes et de toutes ces choses tout à fait étonnantes qui se passent autour de cette tombe. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Fabienne qui tient le magasin Butterfly fleuriste à Lourdes, pas très loin du cimetière de l'Angèle, juste au pied de l'église du Sacré-Cœur, hein Fabienne? Oui, tout à fait. Voilà, donc à Lourdes évidemment. Et avec vous donc nous évoquons cette tombe extraordinaire où il se passe des choses tout à fait étranges quand les gens vont demander une grâce au père Giacomo. Pierre Massias nous a relaté sa vie en tout début d'émission. Fabienne, je vous présente notre intervenant qui nous rejoint très souvent sur Sud Radio. Il s'agit de Renaud Évrard. Bonsoir Renaud. Bonsoir. Merci de venir nous rejoindre, Renaud, une fois de plus dans cette émission, puisque dans quelques minutes avec vous et Pierre, nous allons parler et donner des éléments de réponse à des témoignages qui vont nous être confiés. Et Renaud, je ne sais pas si vous avez entendu parler du père Giacomo, dont la tombe est au cimetière de l'Angèle à Lourdes, peut-être pas. Non, je ne m'entends voilà. pas parler. Alors, en revanche, il y a quelque chose de tout à fait intéressant que va nous rappeler à nouveau Fabienne, qui s'est produit tout à fait au départ. Donc, le père Giacomo, Fabienne, est mort à Lourdes en 1948. Voilà, il est mort dans la soirée. Il est arrivé, il a récité son chapelet. Oui. Il a été accueilli, avec les malades, bien voilà, entendu. C'est ça, oui. Il a récité son chapelet, il allait de plus en plus mal, et il est mort, je crois, vers 11h du soir, vers 23h, en chantant le Magnificat. Voilà. Oui. Et dès qu'il est décédé, il y a énormément de monde qui est venu, après son décès, et je sais qu'au cortège funèbre déjà, il y avait pas mal de gens qui se sont joints à ce cortège, et qui ne le connaissaient pas pourtant particulièrement. Et depuis, la tombe n'a jamais cessé d'être fleurie. Oui. Alors, il a été enterré une première fois dans le cimetière. Tout à fait. Hein, et 4 ans après, c'est ça, vous nous avez dit? Je ne sais plus si c'est 3 ans ou 4 ans après, je n'ai vraiment pas le souvenir. Oui. 3 ou 4 ans après, il a été exhumé. Voilà, tout à fait. Et là, que s'est-il passé? Racontez-nous ça à nouveau. Eh bien, donc il a été exhumé et on l'a placé, je crois, je sais pas si sur un brancard ou je ne sais pas sur quoi, sur un lit. On l'a exposé toute une journée, on l'a exposé au cimetière. Oui. Et il était intact. Et son corps était totalement intact. Ah oui, ça j'ai une amie qui est retraitée
et qui m'en a parlé. Elle était vraiment, elle me disait que c'était impressionnant. Oui. 3 ou 4 ans après son enterrement, son corps était toujours intact. Ça, c'est quand même extraordinaire. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il est mort un 21 juillet et qu'il avait fait ses vœux de prêtrise également un 21 juillet. Oui. Alors qu'il est né un 4 août, je crois. Oui, c'est ça. Et c'est quand même, il y a une similitude, ça doit signifier quelque chose quand même. Oui. Et on a l'impression que la tombe du père Giacomo est connue, certes, dans un certain milieu, je dirais, mais n'est pas aussi connue qu'il devrait être. Pourtant, il y a du monde, mais c'est surtout du bouche à oreille, finalement. Oui, c'est du bouche à oreille. Je sais qu'il y a eu un article, ce sont des Italiens qui m'ont dit ça tout à fait en début d'année, sur Lourdes Magazine. Tiens, en parlant de ça, j'ai une jeune femme italienne qui m'a dit qu'il y avait un site, je sais qu'il y a des gens qui écrivent à Udine aussi, et qui m'a confié que lorsque des Français venaient voir le Padre Pio, il leur répondait, il leur disait, mais pourquoi vous venez me voir alors que vous avez à Lourdes un père qui est plus sanctifié que moi? Et je l'ai également lu. Et il parlait du père Giacomo, évidemment. Oui, très bien. Écoutez, en tout cas, Fabienne, vraiment, merci beaucoup pour ce coup de main d'abord, pour nous avoir mis en... normal, et puis je fais vraiment de très très belles rencontres par l'intermédiaire du père Giacomo. Oui. On a des clients qui deviennent des amis. Il y a des gens qui sont retardés, qui passent et qui me disent « Ah, mais vous êtes un relais. C'est que j'ai été retardée et puis finalement c'est bien, je vais connaître cette tombe et puis il y en a d'autres qui viennent parce que eux me racontent certaines choses. On peut pas non plus trahir tout le monde, donc je ne peux pas raconter tout ce que les gens me disaient. Oui, tout à fait. Je peux vous dire que c'est quand même bouleversant. Voilà. Revenons, avant de nous quitter, sur ce cas, vous en avez entendu parler de ce petit garçon qui était blessé au pied. Tout à fait. Si je me souviens, il me semble bien que lorsque mademoiselle Rousseau m'en avait parlé, c'était un des cas qui m'avait beaucoup interpellée. Elle m'avait dit qu'elle avait vu ce monsieur juste avant Noël, qui était très triste sur cette tombe, et qu'il était tombé dans une cuve où il y avait de l'acide, des produits chimiques. Son fils était tombé. Oui. Bon, là, elle l'a pas dit, mais il me semble bien qu'à l'époque, elle m'avait dit qu'il était entre la vie et la mort. Oui. De toute façon, quand on tombe dans une cuve comme ça, certainement qu'il y a eu des conséquences très graves sur sa santé. Et donc, quand il est rentré, effectivement, ce petit garçon était guéri. Voilà. Oui. Par contre, il portait les cicatrices. Mais vous avez le cas de Bernadette Soubirous, qui a guéri aussi un petit berger. Et quand il s'est présenté chez l'ophtalmo, l'ophtalmo disait « Mais non, tu n'es pas guéri, il y avait toujours les symptômes de la maladie. » Mais ils y voyaient. Alors, il y a souvent les symptômes, mais la guérison est là. Vous voyez, oui, tout à fait. C'est le cas de guérison souvent comme ça. Merci beaucoup, en tout cas, Fabienne. C'est moi qui vous remercie. Merci pour ce témoignage. J'ai oublié certaines choses, mais j'essaie de vous dire le maximum. Vraiment peu de temps, voilà. C'était très complet. Je vous remercie et passez une bonne fin de soirée. Merci, bonne soirée à vous et merci pour vos émissions. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Fabienne. Renaud et Pierre, je vous demanderai quand même peut-être une explication. Non, ce serait peut-être un peu compliqué, mais concernant ces cas de corps que l'on retrouve tout à fait intacts, puisqu'en plus le corps du père Giacomo a été exposé toute une journée durant, après 3 ou 4 ans d'inhumation. Qu'en pensez-vous, Renaud? Un début d'explication? Franchement, non. Je sais qu'il y a des médecins qui se sont penchés sur la question parce qu'il y a plusieurs cas, effectivement, de ce genre, d'incorruptibilité des corps, ou d'autres phénomènes qui suivent la mort, mais ils n'ont pas, à ma connaissance, ils n'ont pas trouvé de cause chimique vraiment explicable de cette conservation. Enfin, pas en tout cas dans tous les cas. Pierre Macias. Oui, c'est un phénomène connu sous le nom, comme disait Renaud. Bonsoir Renaud. Comme l'incorruptibilité des corps, qui a été particulièrement bien étudié par le docteur Hubert Larcher, qui a été directeur de l'Institut Métapsychique International pendant de très très longues années, plusieurs dizaines d'années. Il a écrit un bouquin à ce propos, dont je cherchais à l'instant les références, je les donnerai plus tard. C'est vraiment un travail très exhaustif qu'il a fait, dans lequel on s'aperçoit que finalement ça a l'air, je dirais presque assez courant,
comme phénomène. À ce point, oui. Il y en a une quantité assez phénoménale. Par contre, on les retrouve plutôt du côté des prêtres, des saints, mais c'est à la limite facilement explicable dans la mesure où on s'intéresse davantage à ces gens-là. C'est-à-dire les corps sont préservés, qui sont exhumés, le cas échéant, alors que tout un chacun, on n'exhume pas les corps, évidemment. Voilà, sauf cas très exceptionnel. Par contre, il semblerait que ça se présente quand même dans la vie courante, je dirais. Il y a quelques années, j'ai eu un témoignage d'une dame sur Toulouse qui m'a parlé d'un transfert de corps pendant lequel elle a eu elle s'est posé des questions. Elle a vu des cheveux dépasser du cercueil. Quelque chose elle m'a décrit un petit peu tout ça. Enfin, ça a été très court en fait. J'ai pas pu suivre ce contact, mais il semblerait que là il ait pu y avoir une histoire d'incorruptibilité des corps qui aurait été intéressante à creuser. Mais enfin, c'est un cas qui, sans dire qu'il soit courant, est répertorié par la science. Pas nécessairement. Mais pas expliqué évidemment. Nécessairement. On sait que ça existe en tout cas. Ça peut éventuellement être expliqué entre guillemets, c'est-à-dire que quand on veut expliquer, je dirais, on y arrive toujours. On peut passer par des explications de terrain, de la nature du terrain, etc., de la faible ou la sécheresse, la manière dont le corps est enseveli. Je pense à un moine bouddhiste là maintenant qui justement avant de mourir a dit « je montrerai quelque chose d'exceptionnel ». Et qui, en fait, on l'a retrouvé plusieurs années après, entier, dans un état de conservation remarquable, dans je dirais pas dans sa tombe, mais dans cet endroit où il s'était fait enterrer. Mais certains ont pensé pouvoir l'expliquer par la nature du terrain, le fait que l'eau était déviée, le fait que le terrain avait certains composants qui favorisaient la conservation des corps. Donc, quelquefois, on peut trouver des explications, mais parfois, c'est quand même beaucoup plus difficile quand l'incorruptibilité des corps est constatée sur plusieurs centaines d'années, chose qu'a faite Hubert Larcher, par exemple. Plusieurs centaines d'années ? Oui, tout à fait. Je pense à des saints, les noms ne me reviennent pas, là je suis pris un petit peu de cours. Je pense à des saints connus qui ont été, qu'on a exposés, qu'on a déplacés, et ça, pour lesquels on a eu à plusieurs reprises l'occasion de voir l'état du corps, et pour lesquels on a pu constater que sur plusieurs centaines d'années, ce corps était conservé, voire même produisait cette fameuse odeur de sainteté. Odeur de rose, comme ça, qui ressemble... dont on entend parfois parler. Aussi, d'ailleurs, pendant les bilocations du genre de celle d'Yvonne Aimé de Malestroit. Merci Pierre. Écoutez, merci beaucoup pour cette explication. Renaud, un mot à ajouter ? Oui, effectivement, j'ai devant moi la référence de Hubert Larcher. Donc c'est Le sang peut-il vaincre la mort, qui a été réédité sous le titre Mémoire du soleil ou frontières de la mort en 1990. Et en fait, lui, vraiment, sa théorie tourne autour du sang, des choses biologiques, mais il amène justement à poser cette distinction entre la mort fonctionnelle et la destruction organique. Ce ne serait pas vraiment le même processus, même si la plupart du temps, il est associé. Et donc, il faudrait comprendre les choses séparément, en fait. Très bien. Voilà. Merci Renaud, vous restez avec nous, Pierre aussi, dans quelques minutes sur Sud Radio dans les Aventuriers de l'étrange. Un premier témoignage, celui de Martine, qui va nous relater ce qu'elle a vécu, cette expérience tout à fait étonnante qu'elle a vécue concernant la Dame Blanche. Alors si vous aussi vous avez vécu des choses qui vous semblent être du monde du paranormal, n'hésitez pas, appelez-nous pour nous faire part de votre témoignage et nous en discuterons ensemble en essayant de vous, d'abord en vous rassurant, et deux, en essayant de vous donner quelques pistes de réflexion et de début de réponse. 0826 300 300, 0826 300 300, ou encore vous pouvez me contacter directement par SMS en tapant Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre commentaire, votre question, ou vous nous envoyez votre numéro de téléphone pour que l'on puisse vous rappeler, comme l'a fait David du Lot-et-Garonne, dont je viens de recevoir
le SMS tout de suite, qui nous dit « J'avais appelé en septembre pour parler de Sainte-Bernadette-Soubirous. Si vous désirez recevoir mon témoignage, contactez-moi. » Eh bien, il nous a envoyé son numéro de téléphone. Nous allons le rappeler et nous l'aurons à l'antenne dans quelques instants. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. En compagnie jusqu'à minuit de Pierre Massias et de Renaud Évrard. Renaud Évrard qui nous rejoint régulièrement quand il s'agit d'analyser vos témoignages, d'en discuter avec vous. Renaud qui fait partie du groupe d'étudiants de l'Institut Métapsychique International, et Pierre Massias qui collabore à cette émission, Les Aventuriers de l'étrange, vous le savez, depuis le début, et qui est également le webmaster, c'est comme ça qu'on dit, qui est le créateur et qui entretient le site, c'est psyland.org. PSILAND. .org. O-R-G. Oui, voilà. Et on a toutes les informations, notamment des livres que l'on cite, d'ailleurs à l'antenne, sont référencés sur ce site. Tout à fait, oui. On peut revoir un historique des émissions avec des références, liens vers des sites ou liens vers des ouvrages dont on a reçu les auteurs ou qu'on a cités à l'antenne. Bien sûr. Martine nous rejoint dans Les Aventuriers de l'étrange. Bonsoir Martine. Oui, bonsoir Louis. Merci de nous appeler Martine pour nous confier un témoignage de quelque chose, le témoignage de quelque chose que vous avez vécu, qui j'imagine vous a pas choqué, mais quand même qui vous a marqué. Énormément troublé. Oui. Alors, ça s'est passé d'abord il y a combien de temps ? Alors justement, c'est très très loin, c'était dans les environs de 1975. Oui. Voilà. 1975, très bien. Donc ça remonte à assez longtemps. Oui, mais pour vous dire si ça m'a marqué, c'est que j'en ai encore les frissons quand je vous en parle. À ce point-là, vraiment. Ah oui. Alors, oui. Racontez-nous ça en détail. Voilà, nous étions avec mon mari sur la route de Saint-Gaudens, nous rentrions sur Toulouse. Oui. Et au niveau je me souviens très bien, de Pointy-Sinard, nous avons vu, autant l'un que l'autre, d'ailleurs, il pourrait vous le raconter également, puisqu'il s'en souvient très bien. Vous n'étiez que deux dans la voiture, Nous n'étions que tous les deux. D'accord. Et il était quelle heure? Il devait être vers les 23 heures. Très bien. Il faisait nuit, de toute façon. D'accord, ouais. Et sur le bas-côté de la route, mais c'est vrai qu'on parlait beaucoup de cette dame blanche à ce moment-là à Toulouse. Mais bon, on était en train de discuter tous les deux, et puis tout d'un coup, nous avons vu, disons, une dame qui avait une sorte de robe transparente, toute blanche. Une robe d'été, elle était maigre, très très longiligne, et assez âgée quand même. On la voyait bien, puisqu'elle était tout à fait en bordure de route, on est passé à côté d'elle, et elle nous faisait signe de s'arrêter. Et bon, alors, on s'est regardés tous les deux, puis on a été très impressionnés. Puis on a dit, mais c'est la dame blanche. Bon, mais on a continué, bien sûr, on n'a pas osé s'arrêter tellement on a été impressionnés. Et voilà, donc nous sommes partis et on a continué notre route, mais elle était toujours sur la route. Est-ce que vous avez regardé en arrière pour voir si elle était toujours là? Elle était toujours là, oui. Et vous n'avez pas eu comment dirais-je, la tentation de vous arrêter? Non, je vais vous dire pourquoi, parce que allez-y, oui. On en parlait quand même sur Toulouse à ce moment-là, et on a vu je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient parmi les auditeurs, oui. Une voiture s'était arrêtée, ils avaient raconté qu'ils avaient pris en charge la dame blanche, justement pour voir qui était-ce. Et elle s'était mise entre deux personnes derrière, et puis elle avait disparu dans la voiture. Donc nous, on n'a pas osé faire la même chose. Non. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous décrire son visage? Est-ce qu'elle avait des cheveux longs, des cheveux courts? Est-ce que vous voyez? C'était assez transparent quand même. Pour moi, c'était transparent. C'est-à-dire que la personne était transparente, c'est ça? Oui. Pour moi, elle était assez transparente. Et puis mon mari me dit, lui, il se souvient très bien de son visage maigre et d'une vieille dame avec un visage maigre. Une vieille dame, il fait que me dire. Oui. Je me souviens très bien de ça. Et cette dame, donc, était âgée. Elle portait une robe légère, nous avez-vous dit. Oui.
une robe d'été, comme une robe d'été. C'était très léger tout ça. Oui. Très léger. Et est-ce que c'était en quelle saison? C'est une bonne question. Comme on revenait du ski, je pense que c'était l'hiver. Ah oui, voilà. Donc, je veux dire, il était tout à fait incongru de voir une dame en robe d'été en plein hiver sur le bord de la route à 23h. Tout à fait, tout à fait. Ah oui, non, mais je me souviens, je vous dis, c'était en 75, je m'en souviens encore, comme si c'était hier. Oui. C'est pour ça, quand j'ai entendu que vous cherchiez des témoignages, je vous ai appelé tout de suite, parce que j'ai dit ça, il faut que je le raconte. Oui, tout à fait. Mais vous auriez dû la prendre en stop. Oh là là, mais... Je vous dis, j'en ai encore les frissons quand je vous en parle, alors bon. Oui, j'imagine. Oui. Voilà. Renaud Évrard, que pensez-vous de ce témoignage d'une dame longiligne, transparente, sur le bord de la route à 23h, tout de blanc vêtue, avec une robe d'été, alors que nous sommes en plein hiver? C'est très impressionnant. J'imagine que j'aurais été impressionné comme Martine sur le bord de la route. Bon, moi, je me serais arrêté parce que, évidemment, professionnellement, ça m'aurait intéressé, mais j'avoue que j'aurais eu les chocottes quand même. Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est très particulier ces apparitions qui sont un peu, qui sont liées à des légendes urbaines, comme on dit en fait. Donc c'est parce que c'est comme une rumeur qui aurait enflé, qui se retrouverait liée à des choses anciennes, à des cultes anciens et en même temps très actualisés, donc qui font partie de notre culture, qu'on le veuille ou non. Et cycliquement, ces apparitions, on a des témoignages sur ces apparitions, alors toujours liées à ces rumeurs, comme quoi ce serait lié à des accidents de la route, ou à des choses comme ça en fait. À des personnes décédées, mais c'est vrai que le fin fond de la chose, je l'ai jamais trouvé. Je pense pas qu'il y ait vraiment quelqu'un qui puisse dire qu'est-ce qu'est la Dame Blanche, mais c'est vrai que beaucoup de témoignages arrivent dans ce genre-là, quoi. Oui. Pierre? Oui, comme disait Renaud à l'instant, ce sont des témoignages qui sont reliés à la légende urbaine. C'est peut-être un petit peu facile de se contenter de cette explication. Bien sûr, il y a des histoires qu'on raconte, qu'on entend quelquefois, comme quoi quelqu'un en voiture prend ce genre de personnage à bord, et puis tout d'un coup, le personnage discute avec lui, par exemple. Oui, se comporte de manière tout à fait normale. Oui, mais même en parlant, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis raconte que il habite ou elle habite à tel endroit. La personne est habillée, peut être habillée aussi d'une robe blanche, de quelque chose de blanc, mais elle va avoir un foulard autour du cou. Et puis au moment où elle disparaît de la voiture, le foulard reste sur la banquette arrière. Alors, de fil en aiguille, les gens se posent des questions, évidemment, prennent le foulard, voient l'adresse indiquée par la fameuse autostoppeuse, frappent à la porte et se retrouvent devant une famille qui, éberluée et en deuil, raconte que leur fille est décédée, remercie la personne d'avoir apporté l'écharpe, etc. Alors ça, je dirais, attention à ce genre de témoignage, oui. Ça, ce sera facilement associable à de la légende urbaine. C'est l'homme qui a vu l'ours. Oui, d'accord. Le témoignage va s'amplifier s'il n'est pas déjà dès la base inventé purement et simplement. Par contre, des témoignages comme celui de Martine, qui sont connus, sont beaucoup plus probants, sont simples. Beaucoup plus probants. Il y a d'autres cas comme ça qui se sont produits où la personne est montée à bord, elle disparaît soudainement, tout le monde est ahuri, voire va à la gendarmerie pour témoigner de leur aventure. Et ça s'est passé dans plusieurs cas. Éventuellement, il peut y avoir une enquête de gendarmerie. J'ai vaguement souvenir dans le nord de la France d'un cas comme ça où les gendarmes vont sur le terrain, poursuivent une enquête. Même du côté de Montpellier où il y a eu une enquête de gendarmerie. Il y a aussi Montpellier, avec intervention d'un psychologue à Montpellier. Et pour lesquels les gendarmes, les psychologues en arrivent à dire que on ne peut pas imaginer que les personnes qui font ce témoignage inventent quelque chose. Donc, sans pouvoir vraiment donner d'explication, on voit maintenant comme ça, on voit quand même qu'il y a quelque chose là à creuser, qui est autre chose que du délire. À entendre Martine, c'est pas du délire. Non. Martine, vous n'aviez rien bu ni fumé avant de prendre la route, rassurez-vous. Non,
Alors, et puis on était deux, c'est ça, on l'a vu tous les deux en même temps. On s'est pas, on s'est vraiment rien dit d'autre, quoi. On l'a vu en même temps. Oui, et puis vous en avez parlé sur le coup en plus, quoi. Voilà, donc vous êtes sûr d'avoir vu tous les deux la même chose, quoi. Voilà, exactement. Bon, j'aurais été seul, je me serais posé des questions, mais on était deux. Ouais. Alors, c'est d'ailleurs assez extraordinaire comme ça que, en voyant une silhouette au loin, on se dise oui, c'est peut-être la Dame Blanche et qu'on passe son chemin. Ouais. J'aurais tendance à dire. C'est la trouille, mon Pierre. Ah, évidemment. Mais... oui, Pierre. Toi, tu te serais arrêté pour prendre des photos. Là, évidemment, moi aussi. Mais sans peut-être jouer les voyeurs, mais c'est quand même intéressant de l'arrêter justement à ce moment-là, de détailler l'observation. Ce serait un cas assez extraordinaire de détailler en sachant ce que l'on détaille. On n'est pas pris à l'improviste une fois qu'on n'a plus le phénomène à bord. Mais il faut avoir du sang-froid pour le faire. Il faut avoir un certain sang-froid, mais ça donnerait tellement d'indications sur le phénomène. C'est vrai. Alors justement, nous avons un deuxième témoignage concernant la Dame Blanche. Martine, vous restez avec nous. Oui. Il s'agit de Jaïd qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Jaïd. Oui, bonsoir à votre invité Alors, vous Martine, je crois, c'est ça. C'est ça. Martine qui est notre témoin qui aurait vu la Dame Blanche, enfin qui a vu ce qui pourrait être la Dame Blanche. Vous êtes routier, donc évidemment du kilomètre vous en avalez pas mal. Vous avez vu également, vous avez un témoignage à nous apporter sur la Dame Blanche? Oui, voilà. Oui, en fait, ça s'est passé. J'ai pas les dates précises, parce que moi, j'ai tapé, bien sûr. Ça s'est passé en janvier 2001 ou 2002. Enfin, je sais plus exact. Je travaillais de nuit. Je commençais à 4h du matin. C'était dans les coups de 4h30, quoi. Ouais. Et juste devant, sur la 4 voies, en allant, je suis de la Bretagne, moi. J'allais livrer à Saint-Brieuc et en passant la 4 voies, sur la 4 voies, en prenant la voie d'accélération, c'est là où j'ai vu la Dame Blanche, quoi. Alors, une dame, en fait, oui. Elle était comment? Décrivez-la nous. Je me rappellerai comme si c'était hier. Il n'y a pas de problème. Alors, j'ai pas vu le visage. C'était assez flou. Alors, un blanc de satin, un très beau blanc, un peu comme les femmes de mariée, les femmes qui sont pour se marier, mais encore plus beau, quoi. Très long. Et elle regardait vers le bas tout en marchant. Elle regardait dans le bas et les cheveux longs et un blanc et pieds nus. Ça, c'était assez incroyable. Je regardais les pieds, c'est pas vrai, mais je le regardais entièrement, quoi, tout en conduisant, bien sûr. Oui. Et ça m'a fait des frissons, quoi. J'étais étonné. J'ai mis le clignotant pour l'éviter, quoi. Et je me suis arrêté à la station parce qu'il y a une station au bord de 4 voies. Qui est ouverte toute la nuit, donc je me suis arrêté aussitôt, je l'ai demandé s'il n'y avait pas quelqu'un, une femme qui était arrivée tout en blanc pour demander des cigarettes ou quoi, puis la personne, le vendeur m'a dit non, aucun, il n'y a pas ce type de personne là. Et puis, comme c'est pas loin de mon quartier, je me suis renseigné auprès du voisinage, un peu, moi j'avais 10 ans, j'habite dans le quartier là, et personne n'a entendu parler de quoi que ce soit. Par contre, il y a eu pas mal de suicides sur le pont, parce que c'est une 4 voies qui engendre une autre 4 voies, puis il y a un pont, donc on m'a dit qu'il y avait pas mal de suicides, et comme par hasard, elle est passée pas loin, quoi. Oui. Et c'est la route que je passe pratiquement tous les jours, La nuit, il n'y a jamais eu de problème, j'ai jamais vu de Dame Blanche, c'était la première fois, là. Oui. Donc, une robe longue, comme une robe de mariée, en quelque sorte, quoi, mais très brillante, d'un blanc brillant. Voilà, un beau blanc dans le satin, oui. Mais j'ai pas vu le visage, par contre. Je peux pas vous dire si elle est belle, si elle est vieille, si elle est jeune. D'apparence, elle paraît jeune. Vous voyez, on a diverses versions. Moi, j'en ai parlé tout de suite à ma famille, mon frère qui est routier aussi. Il m'a dit qu'effectivement, son collègue l'avait vu aussi du côté de Nantes. Alors, moi, je me demande si c'est pas par période, par ville, enfin, je ne sais pas, où elle a plusieurs, je ne sais pas. Et la description était la même, quoi. D'accord. C'est exactement la même, quoi. Même à la télé, quand il y a des reportages là-dessus, moi je m'intéresse beaucoup et d'accord. C'est pareil, les mêmes précisions, un peu comme la Martine aussi. Oui, ça ressemble un petit peu à la même chose. Renaud, là, je me tourne vers vous. La proximité de ce pont réputé, triste réputation, au-dessus de cette 4 voies que nous a décrit Jaïd, où des gens vont se suicider. Est-ce que il y a une corrélation à faire entre les deux ou pas?
C'est vrai que c'est difficile parce que, comme on disait, si on prend l'hypothèse de la légende urbaine, ce serait donc une sorte de création de psy collectif, un phénomène collectif d'apparition, donc qui peut être cyclique, comme on peut penser qu'une maison abandonnée sur la colline est une maison hantée et où se produiraient des phénomènes de hantise pour toutes les personnes qui iraient en fait. Oui, c'est-à-dire que ce serait une espèce de comment s'appelle de phénomène psy généré par toute une communauté quoi en quelque sorte. Voilà, une création collective. Oui. Inconsciente évidemment. Hein. Oui, mais enfin dans le cas d'une rumeur, c'est à la fois inconscient et à la fois c'est plutôt en sous-culture en fait. C'est quelque chose qu'on a tous à l'esprit, mais on n'ose pas forcément en parler, et donc c'est encore plus actif, quoi. C'est subconscient, on dira alors. Oui. Pierre. Oui, on n'a pas demandé à Martine si elle avait essayé de vérifier s'il s'était passé quelque chose à l'endroit même de sa rencontre. Oui, excellente question, Martine. Est-ce que vous vous êtes interrogé, comme là, Jaïd a fait un petit peu le tour du voisinage et a découvert que ce pont, malheureusement, servait à des gens qui voulaient se suicider. Est-ce que sur le portion de route que vous avez emprunté, où vous avez vu la Dame Blanche, vous vous êtes renseigné, vous avez essayé de mener votre enquête comme Jaïd? Simplement, je savais c'était une route où il y avait beaucoup d'accidents. Oui. Mais c'est tout. Bon. Oui. Pas renseigner davantage, non. D'accord, mais il y a quand même encore cette corrélation entre décès de manière violente, brutale, comme nous l'a dit Jaïd, ce pont où les gens se suicident, et puis ces deux apparitions donc de femmes, parce que c'est jamais l'homme en blanc, hein, je vous le fais remarquer, c'est toujours la Dame Blanche, hein, c'est jamais un homme. Hein. Oui, c'est jamais un homme, non, je crois pas. En fait, on s'aperçoit bien souvent que c'est un endroit où on va retrouver après coup des événements dramatiques, particulièrement un accident de la route. Comme disait Renaud, ça peut être le fait d'un psy collectif, mais pas en tant que phénomène indépendant. Ça peut être aussi là un phénomène collectif, un ressenti collectif. C'est du psy sauvage, du psy de terrain. Comme quelqu'un a une prémonition, peut-être que quelqu'un en dormant, peut-être que quelqu'un en passant sur un lieu va ressentir, va saisir par le psy la dangerosité du lieu, quoi. L'antécédent de cet endroit. Oui, c'est-à-dire que son inconscient aurait pour lui délivrer l'information que le lieu est dangereux, parce qu'il le sait par ouï-dire, il le sait ou parce qu'il passe là de temps en temps ou souvent, et ça se traduit par le phénomène d'apparition d'une femme blanche. Oui, même sans le savoir, même s'il n'a pas entendu dire. Oui, bien sûr, d'accord. Okay. Bon, là, on est dans le style de phénomène qu'on appelle psychométrie. Enfin, c'est un mauvais terme, mais c'est quand on touche un objet, on en ressent l'ambiance, il va raconter un certain nombre de choses de son histoire. Et si c'est relatif à un lieu, on peut passer par une représentation typique, une représentation culturelle, c'est-à-dire on a un ressenti d'un événement malheureux, et culturellement on va l'exprimer par l'apparition d'une Dame Blanche. Voilà. Renaud, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas idiot ce que vient de dire Pierre? Oui, tout à fait. Pour une fois. Merci. C'est vrai que les hypothèses que font déjà les personnes, nous on apporte des réflexions, mais les personnes y ont déjà pensé, ils établissent eux-mêmes cette corrélation entre un lieu qui serait chargé psychologiquement et des phénomènes qui s'y produiraient. Mais c'est vrai que c'est quasiment improuvable, parce qu'il y a toujours quelque part où il y a eu un suicidé, où il y a eu des morts, où il y a eu des choses tragiques, et c'est vraiment difficile comme ça de délimiter des parcelles investies, chargées psychiquement, quoi. Bon. Mais l'hypothèse reste intéressante, c'est vrai, quoi. Complètement. Pierre. Oui, on peut peut-être avec Renaud essayer de lancer un appel. Des gens qui ont vu des dames blanches à des endroits où il n'y a pas eu d'accident. Ce genre de choses. On dit à un endroit où on a beaucoup de chances d'avoir un accident, mais bon, c'est quand même peut-être
peut-être pas si évident que ça. Ouais. Bon, les apparitions sont souvent dans un virage. Là, on était sur une navette Jaïd, on était sur une 4 voies. Voilà, a priori avec un pont qui était surplombé par un pont où il y avait des suicides, où ce pont était réputé pour malheureusement. On pourrait appeler peut-être les gens qui auraient eu donc il y a deux conditions qui auraient vu une dame blanche mais dans un lieu qui n'était pas réputé à accident. Voilà, sur lequel après enquête, après s'être renseigné à la gendarmerie ou autre, il n'y a pas eu d'accident. Merci en tout cas, vous nous appelez au 0826 300 300 si vous avez vécu quelque chose qui est de l'ordre du paranormal, comme Jaïd l'a fait si gentiment, comme Martine également. 0826 300 300, nous allons retourner à Lourdes, mais pas au cimetière de l'Angèle. Nous allons à Lourdes pour parler de Bernadette Soubirous avec David, juste après la pause, qui va venir nous rejoindre pour nous faire part également de son expérience. 0826 300 300, nous sommes ensemble jusqu'à minuit en compagnie de Renaud Évrard et de Pierre Massias pour écouter et commenter vos témoignages. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. En compagnie de Pierre Massias et de Renaud Évrard, nous vous invitons à venir nous rejoindre pour nous raconter une expérience que vous avez vécue qui serait de l'ordre du paranormal. 0826 300 300. Morad est au standard, il attend vos appels. 0826 300 300. David nous appelle du Lot-et-Garonne. Bonsoir David. Bonsoir Louis, bonsoir à Pierre, voilà, à Pierre Massias et Renaud Évrard. Comment c'est le prénom de l'autre personne? Renaud Évrard. Voilà, Renaud, bonsoir. Alors vous... Je suis très enchanté de vous connaître parce que je vous entends tout le temps à la radio. Et écoutez, nous sommes ravis de vous recevoir également. Pierre Massias, on n'entendait pas beaucoup. Oui. Maintenant, on l'entend tout le temps. C'est bien, hein? C'est bien. C'est bien, c'est vraiment, ça fait plaisir, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Merci David. Alors, dites-moi David, vous nous appelez pour nous ramener vers Lourdes. Oui, mais pas vers Lourdes, tout à fait. Je vous amène plutôt vers la Nièvre, puisque la congrégation de Bernadette Soubirous, je vais vous expliquer un petit peu rapidement parce que il y a des auditeurs. J'avais été Lone la dernière fois quand je vous avais appelé, vous en souvenez? Oui, sûrement. Allez-y. Oui, donc Bernadette Soubirous, qui était la voyante de la Sainte Vierge, donc. Oui, moi, tout à fait. Je m'attends beaucoup à tous ces phénomènes-là aussi. Avait eu par la Vierge la demande de se faire bonne sœur. Oui. Il y a eu plusieurs messages. Il y a eu, je vous dis, j'ai lu, c'était Patrick Sbalkiro qui était chez vous. Oui, exact. Oui, voilà. Oui. J'ai acheté son livre, Le Dictionnaire de l'extraordinaire chrétien et des miracles, qui est vraiment magnifique. Intéressant, un très beau bouquin. Ah oui, vraiment un très très beau livre. Et franchement, il y a des expliqué en détail, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, je reviens à Bernadette Soubirous, qui était la voyante donc de la Sainte Vierge, et qui a voulu donc s'engager après la demande de la Sainte Vierge dans un couvent pour se faire bonne sœur, mais la Vierge ne lui avait pas dit dans quelle congrégation. Oui. Donc, elle a vécu à Lourdes, elle a été donc bonne sœur. Le temps que l'archevêque, donc Monseigneur Florence, qui était l'archevêque donc de Nevers, l'évêque de Nevers, pardon, qui lui a dit, qui a réussi à lui trouver donc cette place au couvent de Nevers. Donc elle est partie à l'âge de 22 ans, elle était jeune et elle était toujours malade, quoi. Oui. Donc après avoir servi, après toutes ces apparitions, elle a donc servi et tout, elle a soigné des malades et tout ça. Et lorsqu'elle est décédée, donc, elle a eu ce qu'on appelle l'exhumation canonique. Oui. Lorsqu'elle est décédée, une dizaine d'après, elle a été exhumée pour la première fois, avec un corps en état d'incorruptibilité vraiment extraordinaire. Oui, il a été retrouvé intact, oui, c'est vrai. Voilà, moi j'ai été le voir avec ma copine, je vous avais raconté. Oui, tout à fait. Vous aviez été très ému d'ailleurs de constater. Oui. Voilà. Oui. Bon, c'est vrai. Là, je me mets un petit peu dans la peau d'un écrivain, d'un scientifique, quoi, si vous voulez. D'un passionné, on va dire. Mais d'autant plus que je suis très croyant, donc ces histoires sont vraiment hyper intéressantes. Oui. Voilà. Et ce corps, quand vous l'avez vu, était comment? Alors, il est exposé, je vais vous détailler, il est exposé donc dans une chasse en verre, pour qu'on la voie bien, donc dans le couvent Saint-Gildard, donc c'est la chapelle du dit couvent Saint-Gildard. Oui. Donc, on entre, donc on a une maquette de la grotte de Lourdes qui a été faite avec quelques pierres qui ont été trouvées là-bas. Oui.
Et de l'autre côté, donc, on traverse une cour, et à l'entrée, il y a la petite chapelle. Donc c'est là que se trouve le corps. Il est intact avec ce qu'on appelle l'odeur inexplicable, l'odeur de sainteté. Voilà. Est-ce que vous l'avez senti, ça? Et cette odeur de sainteté, je l'ai sentie, oui. Alors, j'y ai fait attention. Est-ce que vous pouvez nous le décrire? Enfin, je sais que c'est compliqué de décrire un parfum, mais ça vous a fait souvenir, ça vous a fait rappeler à quoi, référence à quoi? Des roses, voilà. Comme s'il y avait des... Alors, c'est là que ça m'a, d'ailleurs, l'attention m'a vraiment attiré. Je regarde la chasse, je me recueille. Et je dis à ma copine, je crois que je lui avais dit, je me rappelle plus, on va pas détailler trop, je vais essayer d'être bref. J'ai dit, je trouve que j'ai constaté que ça sentait une odeur de rose. Voilà. Le corps dégageait une odeur de rose, et chose extraordinaire, parce que dans cette chapelle, il n'y avait aucun bouquet de roses. Oui. Et ça sentait une odeur de rose encore plus forte que les bouquets que nous pouvons trouver dans une pièce. Oui. Voilà. Mais le corps, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est vrai que sur les photos, ça donne pas la même impression. Le corps de Sainte Bernadette Soubirous était tout petit. Elle était pas vraiment grande. Elle devait faire 1m50. D'accord, ouais. 1m50. Et toujours intacte. Toujours intacte, puisque ce que je vous avais raconté, donc, c'est que lorsqu'elle a été exhumée une deuxième fois, donc, au moment, avant de la canoniser, ils l'ont béatifiée. Oui. Donc, la première fois, ils ont fait donc, cette première exhumation canonique, donc, où ils ont retrouvé le corps intact. Oui. La deuxième exhumation, donc, est produite un peu plus tard. Bien sûr. Combien d'années après. Oui. Et le corps, toujours en état d'incorruptibilité. Oui. Et ils ont décidé donc de faire effectuer une autopsie, une analyse du corps pour voir si le foie, qui est le premier organe qui décompose sur un corps humain. Oui. Et ce foie, le foie de Sainte Bernadette Soubirous, était absolument intact. C'est incroyable, oui. C'est incroyable. Oui. Et donc, suite à ça, ils ont pris la décision de l'exposer donc dans une chasse en verre, afin que les pèlerins et toutes les personnes, les curieux, les fidèles, puissent venir se recueillir devant elle. Oui, tout à fait. Voilà. Si je vous décris un peu l'endroit, comment c'est? Oui. Et que je vous décrive. Alors, vous avez une rangée de chaises. D'un côté, vous avez l'autel de l'église. Vous savez, c'est une église en deux parties, quoi. D'un côté, c'est plusieurs bancs avec au bout l'autel auquel c'est le prêtre, donc c'est les prières. Et de l'autre côté, la deuxième partie, toujours une même rangée de chaises, donc, à côté. Et au bout, il y a une même barrière. Et à la place de l'autel, c'est la chasse qui se trouve là. Oui. La chasse. Alors, elle a la tête, donc, côté gauche. Non, côté droit. C'est-à-dire, le côté de la porte. Et ses pieds, donc, se trouvent face à la Vierge. Donc, la statue de la Vierge tenant l'enfant Jésus. Oui. Qui, comment dire, donc cette statue de la Vierge qui tenait l'enfant Jésus, et c'était devant cette statue de la Vierge que Bernadette se recueillait pendant toute sa congrégation au couvent Saint-Gildard. Très bien. Voilà. Dites-moi, David, rappelez-nous l'adresse exacte du lieu où est-ce que on peut encore voir le corps de Bernadette Soubirous. Alors ça s'appelle de Sainte Bernadette Soubirous, pardon. Oui. Voilà. C'est-à-dire que ça s'appelle le couvent Saint-Gildard, espace Sainte Bernadette. Oui. J'ai pas le code postal précis, c'est à Nevers. Très bien. Voilà, ça s'appelle l'espace Sainte Bernadette. D'ailleurs, vous pouvez visiter même le musée. Oui. Il y a un truc de souvenir parce qu'il est formellement interdit de faire des photos. Oui, de faire des photos, j'imagine. Donc, oui. vous achetez les cartes postales. Il y a des superbes cartes postales. Ouais. Voilà, ça s'appelle Saint-Gildard, couvent Saint-Gildard, espace Sainte Bernadette. Très bien. Merci beaucoup, David, pour ce témoignage tout si... Je vous remercie. Mais il y a eu, je voulais vous préciser aussi pour Sainte Bernadette, donc, le 18 février, donc, chaque année. Oui. C'est le jour de la Sainte Bernadette. Voilà, puisque Bernadette, c'est un nom qui a été donné tendrement par ses parents, puisque avant Sainte Bernadette Soubirous, ça n'existait pas ce prénom, c'était Bernard. Oui. Bernard pour les hommes et Bernard. D'accord. Voilà. Et c'est son diminutif, Bernadette, en fait. Voilà, c'était sa famille qui l'appelait comme ça, sa mère. Très bien. C'était une dame d'ailleurs très... Parce que la première apparition, vous savez que quand elle est revenue, liée à ses deux compagnes, donc ce qui est écrit sur le livre de Patrick Balquero,
elle était en compagnie de Toinette, donc sa petite sœur, et une amie. Et oui, ce que j'avais vu, moi, oui. sur une histoire, c'est qu'elle avait dit surtout, ce que j'ai vu une dame en blanc, une belle dame en blanc, mais ne le dites à personne. Oui, tout à fait. Quand la gamine, elle est arrivée à la maison, elle a tout répété à la mère, qui est arrivée avec la trique, et Bernadette a beaucoup souffert. Oui. Vous avez 2 minutes. Non, David, parce que justement, on a un autre témoignage qui nous attend. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir rappelé pour nous dire exactement où se trouve le corps de Bernadette Soubirous, devant lequel tous ceux et celles qui le désirent peuvent venir se recueillir. Nous allons réouvrir dans quelques secondes le dossier concernant la Dame Blanche avec un autre témoignage qui, semble-t-il, est tout à fait étonnant, de Martine qui nous appelle de Moissac. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Martine, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de nous appeler pour nous relater une aventure que vous avez vécue qui a l'air d'être tout à fait étonnante. Alors, Renaud Évrard et Pierre Macias, et évidemment moi-même, nous vous écoutons. Vous nous appelez de Moissac. Oui. Très belle ville d'ailleurs. Vous habitez un très joli lieu. Ça s'est passé il y a combien de temps, ça d'abord, Martine? Alors, ça devait être dans les années 97-98. Donc c'est pas si vieux que ça. Voilà, j'habitais à l'époque sur Molière et j'étais partie manger chez des amis, donc je rentrais seule et puis bon, j'avais une petite voiture. Mm-hmm. Et il était quelle heure à peu près? Je sais pas moi, vers 11h30, minuit par là. Oui. C'était nuit, c'était très nuit parce que c'était... donc je suis montée à la Française. La Française, je prends cette route de campagne pour aller jusqu'à Molière. Et peut-être 3 kilomètres avant Molière, avant un virage, je vois une femme... il faisait très nuit, il n'y avait pas de lumière du tout. J'avais que les lumières de ma voiture. Oui. Et je vois une femme sur le côté droit, habillée tout en blanc, avec un grand voile blanc. Mais moi, je l'ai vue avec des cheveux longs, blonds. Elle avait à peu près une trentaine d'années, 30 ans, 35 ans. Ouais. Parce que au moment où je suis passée donc à côté d'elle, j'ai ralenti. Et au moment où je suis passée à côté d'elle, elle m'a sauté dans la voiture derrière. C'est-à-dire? J'ai eu des... Oui, je l'ai vue sauter dans la voiture. C'est-à-dire, elle a ouvert, vous l'avez vue ouvrir la... Non, j'avais pas de porte derrière. C'était une voiture 2 portes. Ah oui? Elle a passé, je sais pas comment, par la glace, je sais pas comment vous expliquer. J'ai été prise d'un frisson, d'une trouille. J'avais ralenti la voiture, mais j'ai pas voulu arrêter. Oui. Donc j'étais prise d'une trouille, mais parce que franchement ça fait quand même peur. Et dans mon rétro, j'ai regardé, je l'ai vue dans mon rétroviseur derrière. Donc j'ai continué ma route tout doucement et j'avais peur. Et quand à un moment donné, j'ai plus rien vu. Et quand je suis arrivée à Molière, bien sûr, j'ai ouvert le coffre de la voiture, j'ai cherché quoi, j'ai dit c'est pas possible. Donc je me suis dit, j'ai pas rêvé, il y avait bien une femme à bord et puis vraiment j'ai eu peur quoi. Ouais. Vous avez des frissons, c'est quelque chose d'impressionnant. Mm-hmm. Voilà. Et alors, on va revenir sur ce que vous avez vécu. Vous l'avez vu donc un petit peu déjà de loin, hein. Oui, au départ, oui, de loin, oui. Dans les phares de la voiture. Oui. Alors, décrivez-la nous. Est-ce que vous pouvez nous dire comment elle était habillée exactement? Alors, c'est quelqu'un qui avait une robe comme une robe de mariée. Oui. Effectivement, comme il l'a décrit, le monsieur. Oui. Par contre, moi, j'ai pas vu si elle était nu-pied ou si elle avait des chaussures, ça, je sais pas. Mm-hmm. Par contre, elle avait un voile par-dessus elle qui la recouvrait entièrement. Et j'ai vu qu'elle avait des cheveux blonds. Oui. Et vous avez pu voir son visage un peu, parce que vous avez dit à peu près la trentaine. Oui, parce qu'elle elle est montée derrière. Comme elle est montée derrière, j'ai pu voir son visage. Oui. Elle avait à peu près 30-35 ans. Mm-hmm. Mais c'est impressionnant quand même, ça, je vous assure. Ah bah ça, j'imagine, quelqu'un qui fait éruption dans votre voiture sans que... c'est une voiture 2 portes, hein, on est d'accord? Oui, c'est une Panda. Hein. Oui, tout à fait. Je peux pas vous dire mieux. Oui. Donc, j'ai eu vraiment la trouille, quoi. Et enfin, je dirais, est-ce que vous avez une idée du laps de temps durant lequel elle est restée dans votre voiture? Parce que bon, le temps paraît excessivement long, hein, dans ces cas-là. Même si ça a duré qu'une minute, pour vous, ça a pu durer très longtemps. Est-ce que vous avez une estimation à peu près? Je peux pas dire, non, peut-être une minute et demie. Ça a été très vite quand même. Elle n'est pas restée longtemps parce que je regardais dans le rétro, puis tout d'un coup, j'ai plus rien vu. Hein. Oui, c'est-à-dire que vous regardiez. Moi, je l'ai pas vu sortir, hein. Oui, tout à fait. Elle s'est volatilisée, elle a vraiment disparu, quoi. Voilà, oui. C'est ce qui a fait que j'ai soulevé les sièges, j'ai regardé dessous, parce que bon, c'est pas possible. J'ai ouvert le coffre de la voiture, après, je me suis posé des questions. Ah oui, ça j'imagine. Bon, et par contre, à cet endroit-là, moi, j'ai jamais entendu dire qu'il y avait des accidents.
Voilà, donc c'est ce que demandait Pierre Massias tout à l'heure. Là, il n'y a pas de réputation d'accident. Est-ce que vous en avez parlé autour de vous après avoir vécu ça? Oui, il y a des gens, j'en ai parlé autour de moi, puis bon, il y en a qui l'ont vu ailleurs, sur Montauban, où elle a été vue beaucoup dans le Tarn-et-Garonne, par contre. Ouais. Mais dans le lieu, il n'y avait pas eu un accident de réputation mortelle où une jeune femme aurait trouvé la mort sur cette route? Pas du tout. J'ai jamais entendu parler, non. Ouais, j'ai posé la question après au village à des gens, mais non. Tout le monde m'a dit non, c'est pas, non. Ouais. Renaud Évrard. Ah, que voulez-vous que je dise? Quelle est la question? Intéressant quand même ce témoignage. Ah oui, effectivement. Surtout cette personne qui rentre dans la voiture alors qu'il n'y a pas de porte. Je veux dire, c'est comme un fantôme qui traverse ce qu'il veut, quoi. Oui. Alors moi, ça me fait beaucoup penser que cette légende perdure, mais qu'en même temps, on a complètement oublié les expériences qui ont été faites sur les ectoplasmes en début du XXe siècle. Donc c'était la reproduction de fantômes de façon expérimentale avec des médiums assez doués qui arrivaient à faire apparaître plus ou moins à volonté, enfin donc de façon assez récurrente, des formes fantomatiques, matérialisées, dématérialisées partiellement, tout ça. Et donc c'est des choses quand même qui dans leur contexte expérimental faisaient comprendre qu'il y avait toute une possibilité de création personnelle du fantôme. Par le médium. Voilà, par le médium, mais par l'ensemble finalement des gens qui étaient là, parce que certes le médium était le catalyseur de la chose, mais les autres personnes présentes pouvaient être aussi impliquées parfois dans leur désir de voir apparaître tel ou tel fantôme, sous tel habit ou telle forme. Oui. Et donc ça permet de penser un peu, de rapprocher, de mettre une relation entre l'apparition et la personne elle-même, dans quel état d'esprit elle était et tout ça. Et donc ce serait quelque chose que j'aimerais bien, où on pourrait parler là-dessus, mais c'est vrai que là, pour l'instant, on parle vraiment d'une légende, de choses assez extérieures, finalement. Ouais. Pierre Massias. Oui, bonsoir Martine. C'est comme disait Renaud, quoi dire. Mais en fait, en tout cas, c'est un témoignage tout à fait innovant. Ouais. C'est bien la première fois que j'entends dire que l'apparition saute comme ça dans une voiture en marche. Oui. Pour le mot original. Et effectivement, il n'y a pas d'accident, pas de connaissance d'accident. Voilà. Martine s'est renseignée, Martine, vous êtes renseignée, il n'y avait j'ai pas eu d'accident de ce côté-là. Par contre, ce soir-là, j'étais très fatiguée, je rentrais de chez des amis, manger, donc j'avais hâte de rentrer chez moi, j'aurais pas pensé à un fantôme ni quoi que ce soit. Ah bah ça, j'imagine, oui. Et surtout, ça s'est passé en 97, 96, 97, vous aviez dit. 97, 98, par là, oui. Et ça reste encore très clair dans votre esprit. Ah oui, puis alors j'en ai des frissons. Si je repasse par là en plein jour, je m'en souviens encore, hein. Oui, donc c'est vraiment qu'il s'est passé quelque chose, quoi. On ne garde pas comme ça une angoisse au fond de soi, s'il ne s'était rien passé, quoi. Oui. Moi de nuit, j'ai pas envie d'y repasser, je vous le dis franchement. Ah bah ça, je comprends. Oui, tout à fait. Oui. Oui, c'est caractéristique dans ces expériences comme ça, impromptues, qui arrivent dans la vie de tous les jours. On en garde un sentiment fort. Qui va marquer pendant des années, même plus que ça. Mais si on ne voit pas de raison d'accident, est-ce que Martine verrait une raison quelconque, en fait, qui ouvrirait une voie d'explication dans sa vie à elle, tu veux dire? Dans ma vie à moi, moi j'ai perdu un fils en 97, donc j'ai vu cette histoire peut-être un an et demi après. Oui. Est-ce que ça aurait rapport avec ça? Mais bon, c'est un garçon, c'était un jeune. Oui. Donc je vois pas moi je vois pas le truc, enfin, c'est pas moi qui a produit ce genre de truc, je pense pas. Si je peux me permettre, de quoi est décédé votre enfant? Mais d'un accident de camion, lui, par contre. Ouais. Mais pas au même endroit, vraiment à l'opposé. Oui, un lieu complètement différent. Oui. Il y a peut-être une corrélation, entre les deux événements, une sorte de symbolisme, voyez-vous, Martine, comme un symbole, quoi. Comme un symbole, je sais pas, comme un signe que vous auriez vécu, peut-être. Peut-être, mais enfin bon, je vois pas moi le rapport avec mon fils et cette dame blanche. Disons que la dame blanche symbolise vraiment l'accident de la route par excellence. C'est vraiment le symbole contemporain, je dirais, des accidents de la route et des décès surtout sur la route, justement, précisément. D'accord, j'ai eu plus peur pour moi ce jour-là. Bien sûr. En fait, parce que je me suis dit qu'est-ce qu'elle me veut, qu'est-ce qu'elle va me faire. Oui. Surtout monter derrière la voiture, quoi. Ouais.
Allez, je roulais pas vite, j'avais une trouille, j'ai dit elle va me tuer, elle va me faire quoi? Ouais. J'avais eu très peur, quoi. Est-ce que vous avez croisé son regard en revanche? Non, par contre non. J'ai vu que sa tête, ses cheveux, et j'avais pas trop envie de je l'ai vu furtivement dans le rétro, mais j'avais pas envie de rester à la regarder. Mais son visage, vous ne l'avez pas vraiment vu? Et j'ai vu une personne de 30-35 ans, elle était blanche. Ouais. Elle était pas noire, elle était pas de couleur, elle était blanche, des cheveux blonds, longs, ça je m'en souviens bien. Ouais. Mais j'ai pas vu ses mains, j'ai pas vu ses pieds. Si on vous demandait par exemple, vous savez comme dans la police, de faire un portrait robot avec des yeux, un nez, des pommettes, une bouche, une forme de visage, vous ne pourriez pas le faire? Non, j'ai pas vu la couleur de ses yeux, j'ai pas vu j'ai pas vu de regard. Ouais. Et ça c'est typique des phénomènes de dame blanche, les gens sont capables de dire l'âge à peu près, les cheveux, on voit la forme du visage, mais on voit pas les yeux. On ne voit pas le regard. Le visage, non. Oui, ça se passe complètement dans le ressenti. Il y a l'observation, il y a le sentiment d'observer quelque chose d'objectif, d'extérieur, donc d'objectif qui existe indépendamment de soi, et dans un flou qui fait penser plutôt à un ressenti. Ouais. Bon, même si on voit pas de corrélation, je dirais, entre l'accident de votre fils et cette apparition, il y a peut-être une relation d'objets qui pourrait être intéressante à creuser dans le cadre aussi d'autres témoignages de cet ordre-là. Là, il s'agit d'un travail de psychologues, de gens tels que Renaud qui est formé à ça. Là, il faudrait faire une enquête sur plusieurs dizaines de cas de témoignages. Autant que possible, plusieurs dizaines. Je ne sais pas si c'est faisable facilement, mais en tout cas sur plusieurs cas. Donc avec quelqu'un qui connaît le domaine de la parapsychologie, le domaine des apparitions, des dames blanches en particulier. Faisait la relation tout à l'heure, enfin le parallèle aux ectoplasmes, qui est un autre genre d'apparition. L'ectoplasme est plus physique, il est tangible, on peut le toucher. Mais donc quelqu'un comme Renaud, j'en appelle aux psychologues pour faire cette analyse je dirais psychologique, en tenant compte des acquis de la parapsychologie, de ce qu'on sait des apparitions, des fantômes. En tout cas, Martine, merci de nous avoir fait part de ce que vous avez vécu. Pas trop, enfin là, depuis l'angoisse s'est apaisée quand même, ou elle est encore toujours présente? Oui, mais ça c'est plus fort que moi. Quand je passe à cet endroit, j'y pense. Bah j'imagine bien, oui. Oui. J'y passe toujours plein jour. La nuit, je suis pas courageuse. Bah attendez, je vous comprends. Je ferais peut-être la même chose que vous. Écoutez, franchement. Merci en tout cas, Martine. D'accord. Bonne fin de soirée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. David, qui était avec nous tout à l'heure, nous envoyait un SMS pour nous donner gentiment l'adresse exacte de l'espace de Sainte-Bernadette-Soubirous, qui est, notez-le, 34 rue Saint-Gildard, à Nevers, 58 000 Nevers. Voilà l'adresse exacte de l'espace de Bernadette-Soubirous. Merci beaucoup à vous qui nous écoutez. On se quitte sur le générique dans quelques instants. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange. Merci Pierre de m'avoir secondé pour la construction de cette émission et puis pour l'analyse des témoignages. À demain donc. À demain, oui, merci. Merci Renaud Évrard. Merci à vous. Et puis à très bientôt pour encore une autre séance d'analyse de témoignages que nos auditeurs et auditrices nous font le plaisir de nous livrer chaque week-end, chaque samedi et chaque dimanche. L'émission se termine. Merci à David qui nous a gentiment donné l'adresse de l'espace de Sainte-Bernadette-Soubirous. Je vous le rappelle, 34 rue Saint-Gildard à Nevers, 58 000. Demain, on se retrouve à partir de 22h pour aborder un dossier d'archéologie fantastique qui est vraiment très très intéressant, qui se situe en France. Ça s'appelle Glosel. L'écriture la plus ancienne de l'humanité aurait peut-être été découverte en France du côté de Vichy. Nous en parlerons demain. Si vous voulez nous contacter, 0826 300 300 sur le répondeur des aventuriers de l'étrange. Il est toujours à votre disposition. Bonne nuit avec les rediffusions de Sud Radio et à demain.